Donc le suivi, il comporte deux volets. Les mesures hygiéno-diététiques que vous connaissez, c'est-à-dire il faudra dire au patient quand bien sûr l'hypertension artérielle est confirmée. Je vous rappelle que ce n'est pas à partir d'une seule mesure qu'on dit que le patient est hypertendu bien sûr. Donc quand cette hypertension est confirmée, il faudra donner des conseils au patient, donc limiter sa consommation de sel, arrêter le cube magie, faire de l'activité physique et bien sûr prendre en compte tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc revoir son alimentation en matière grasse, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il consomme du tabac, l'encourager à arrêter la consommation de tabac, diminuer la consommation d'alcool et j'en passe. Et à côté de ça, il y a les médicaments bien sûr, et nous reviendrons sur cet aspect. Donc ça c'est juste une slide en fait pour vous montrer un petit peu le pouvoir des mesures hygiéno-diététiques. Donc chez un patient qui diminue son poids, à peu près qui perd 10 kg, il diminue sa pression artérielle systolique d'environ 5 à 20 mm de mercure. Chez un patient qui respecte le régime des sodés, donc pauvre en sel, donc il ne s'agit pas d'arrêter totalement le sel, ça je le dis ici, il s'agit de diminuer la consommation. Donc un régime pauvre en sel permet de diminuer la pression artérielle systolique jusqu'à 8 mm de mercure. L'activité physique aussi dans ces ordres d'idées-là. Et j'ai rappelé ici donc, les différents médicaments qui sont utilisés dans l'hypertension artérielle. Il y a 5 classes d'antihypertenseurs principaux que sont les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les ARA2, les IEC et les diurétiques thiazidiques, donc les diurétiques d'une manière globale. Il faut savoir que les ARA2 et les IEC font partie de ce qu'on appelle les bloqueurs du système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, c'est pratiquement la même chose, d'accord, à peu de différence près. Donc, on ne peut pas les associer, comme vous pouvez voir sur cette image, mais les autres classes, on peut les associer. Alors ça, c'est juste pour vous donner des dénominations communes, internationales de ces médicaments-là, d'accord, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on peut prescrire dans l'hypertension artérielle. Donc là, vous voyez que on va regarder ensemble, on va s'attarder dessus parce que c'est important. Donc parmi les bêta-bloquants, c'est tout ce qui est bisoprolol, nebivolol, carvedilol, métoprolol et l'athénolol, mais qui est quand même dépassé. D'accord, l'athénolol n'est de moins en moins prescrit. Parmi les ARA2, c'est candesartan, telmisartan, valsartan, irbesartan. Les IEC, ramipril, lisinopril, zofrénopril, zofrénil plutôt, enalapril, perindopril. Et vous voyez que je n'ai pas mis le captopril. Le captopril qui est très prescrit, notamment en zone rurale, et pourtant qui est en perte de vitesse, qui n'est plus d'actualité, parce qu'en plus il exige plusieurs prises par jour. Et maintenant la tendance dans le traitement de l'hypertension artérielle, c'est une prise unique, d'accord, pour améliorer l'observance. Donc les inhibiteurs classiques, amlodipine, nicardipine, bon, l'ercanidipine qui est moins pratiquée, on va dire, et les diurétiques, donc hydrochlorothiazide, indapamide, chlorthalidone. Je n'ai pas mis le Lasivix, que vous connaissez, le furosémide, son indication surtout dans l'insuffisance cardiaque, d'accord. Donc voilà les médicaments que je vous conseille quand vous êtes amené à les prescrire chez un patient hypertendu. Alors le suivi, il comporte deux volets, le volet clinique et le volet paraclinique. Donc le volet clinique, chez un patient chez qui on diagnostique l'hypertension, donc le diagnostic est confirmé, donc posé avec certitude bien sûr, vous allez le revoir 2 semaines après le diagnostic, d'accord, pour évaluer la tension, pour voir comment est-ce qu'il évolue sous traitement, et aussi si le médecin ou peut-être vous-même avez prescrit des bilans sanguins, le retour de ces bilans, comment est-ce qu'ils sont, etc. Puis chez ce patient, si tout se passe bien, vous le verrez une fois par mois pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est l'objectif, en fait, l'objectif tensionnel doit être atteint au bout de 3 mois. La tension va se normaliser au bout de 3 mois. Donc pas avant, pas après. D'accord? Donc si au bout du 2e rendez-vous, il a une tension, il est quitté de 16,9, il est à 15,8, on ne s'alerte pas, on y va progressivement. L'essentiel, c'est qu'au bout des 3 mois, il est atteint donc une tension qui soit normalisée. Et enfin, si la tension est contrôlée, vous allez le revoir tous les 3-4 mois, voire tous les 6 mois. Si c'est un patient qui est observant, qui est bien discipliné. Alors, les plaintes du patient pendant les rendez-vous de suivi, le but ce sera de rechercher est-ce qu'il y a une persistance des signes d'hypertension. D'accord?
Est-ce qu'il y a une mauvaise tolérance du traitement? Autrement dit, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Vous devez être capable de reconnaître les quelques effets secondaires liés au traitement anti-hypertension, parce que ça peut arriver chez certains patients, et aussi reconnaître les signes en rapport avec l'hypertension, avec les complications. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais j'ai quand même tenu à faire un petit briefing là-dessus. Donc les plaintes, bien sûr, les signes de Dieu la foi qu'on a déjà cités tout à l'heure. La mauvaise tolérance du traitement, donc rechercher des signes d'allergie. Est-ce qu'il a un rage cutané? Est-ce que le visage est bouffi après prise du médicament? Est-ce que les pieds enflent, notamment les dos des pieds? Est-ce qu'il a des œdèmes? Est-ce qu'il a des vertiges, des malaises, peut-être parce que la tension a chuté trop rapidement? Le traitement est peut-être trop agressif. Est-ce qu'il y a une bradycardie, notamment chez les patients qui ont des bêta-bloquants? Est-ce qu'il y a des dysfonctions érectiles? Certains médicaments peuvent entraîner des dysfonctions érectiles chez les patients. Alors, les signes évocateurs de complications, est-ce que votre patient est dyspnéique, orthopnéique? Est-ce qu'il est très essoufflé? Donc là, on peut penser à une insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des palpitations? Est-ce que le rythme du cœur est irrégulier? Est-ce qu'il y a une diminution de la motricité d'un hémicorps avec paralysie faciale? Voilà ici, on parle qu'un AVC. Est-ce qu'il y a des crampes pendant la marche? Ça, c'est important. C'est souvent des signes très discrets que le patient lui n'est pas forcément conscient, mais il faut rechercher. Est-ce qu'il y a des pauses respiratoires pendant le sommeil, notamment chez les obèses, à la recherche de ce qu'on appelle une apnée du sommeil? Donc, si vous avez ces signes, vous référez rapidement le patient chez le médecin et éventuellement chez le cardiologue si on a un à proximité. Alors, la prise de la tension artérielle fait partie de l'examen général du patient. Donc, bien sûr, vous prendrez non seulement la tension, mais tous les autres paramètres du patient. D'accord? Chose qu'on n'a pas souvent le temps de faire, mais qu'il faut vraiment faire. Surtout si c'est un patient obèse, il faut prendre non seulement les poids, la taille, mais aussi le tour de taille. C'est très important. Et éventuellement prendre une glycémie et les bandelettes urinaires. Voilà, je répète, donc s'il y a une HTA grade 3, des complications, ou bien si vous êtes dans le cadre d'un terrain particulier, c'est-à-dire si vous avez une HTA chez une femme enceinte, notamment lors de prééclampsie, si c'est une tension chez le sujet jeune, si c'est un patient qui a plusieurs autres facteurs de risque cardiovasculaire, si c'est un patient qui a déjà des antécédents d'accidents cardiovasculaires, en cas de trouble du rythme, en cas d'insuffisance rénale. Donc si ce sont des patients qui ont des comorbidités, il faut rapidement référer chez le médecin ou chez le cardiologue. Alors sur le plan paraclinique, le bilan biologique que souvent vous êtes amené à prélever, c'est celui-là. D'accord, ça n'a jamais changé, c'est toujours le même prescrit par l'OMS depuis 1998. Donc la glycémie à jeun, le bilan du cholestérol. Alors ionogramme sanguin, d'accord, moi je pense qu'il ne faut pas seulement se contenter à la calémie, il faut aussi faire l'anatrémie, parce que certains médicaments, notamment les diurétiques, peuvent diminuer la calémie et aussi l'anatrémie. Donc la créatinémie, l'hémogramme, l'uricémie, les bandelettes urinaires et bien sûr l'électrocardiogramme. Donc ça c'est très important. Voilà, donc idéalement chez un patient qui est bien suivi, qui n'a pas de complications, ce bilan doit être fait une fois par an. Mais dès lors que le patient présente des complications, il faut qu'il refasse ce bilan-là.